Bonjour mes amours. Donc c'est aujourd'hui que je fais mon vidéo sur mon parcours depuis mon adolescence. Ça va être un peu long parce que évidemment une adolescence ça se résume pas en 9 minutes. Je vais essayer de vous faire ça le plus short and sweet possible. Donc par où commencer hein? Ça se définit où le début de l'adolescence? Euh, je dirais que pour moi c'est probablement quand je suis partie de la maison. Qui a été pour des raisons X assez tôt. Assez tôt, j'ai quitté une vie familiale de bonne heure quand même. J'imagine que je voulais voler de mes propres ailes. Euh, j'ai rencontré un garçon. Euh, à cet âge-là, je devais avoir 14 ans, je pense. Je, je considère que j'allais quand même relativement bien mentalement. J'étais, je pense, comme toutes les petites adolescentes. J'avais vécu ma première petite peine d'amour. J'avais donc eu de la peine. Je l'aimais donc. Mais rien de bien grave. Puis, c'est ça. J'ai rencontré le garçon qui a été le premier partenaire de vie officiel que j'ai eu. J'ai été habiter avec lui. Euh, Sous la supervision de ses parents, évidemment. Là, je me souviens que c'était dans le bachelor de ses parents. Euh, Au début, c'était vraiment cool parce que quand on s'est rencontrés à l'école, je me rappelle, j'étais au secondaire, j'étais vraiment pas une fille populaire. Je me faisais beaucoup niaiser, puis les gens me trouvaient vraiment bizarre. Je les comprends d'ailleurs. Puis lui, ça se trouvait à être le beau gars de l'école. T'sais, le beau gars de l'école, c'est lui qui avait donc beaucoup d'amis. Donc, je comprenais pas qu'est-ce qu'il me trouvait. Mais on a commencé à sortir ensemble, puis on a emménagé ensemble. Lui avait 2 ans de plus que moi, je pense. Je me souviens, il avait de la barbe, puis il impressionnait tout le monde dans ce temps-là. Il avait son auto. Fait qu'on allait à l'école en auto. J'étais donc cool. Puis, plus le temps avançait, plus j'ai commencé à me faire brimer mes droits par cette personne. Mais moi, je m'en rendais pas tellement compte parce que je pensais tout le temps que c'est lui qui avait raison parce que je l'aimais donc, puis qu'il était donc impressionnant, puis que j'avais donc besoin de lui. Ça a commencé avec des petites choses simples comme il voulait pas que l'été je sorte en short parce qu'il était mal à l'aise avec ça et il trouvait que ça se faisait pas. Euh, Après ça, ça a commencé à être un peu plus élevé. Quand que je parlais avec d'autres garçons, ils me disaient qu'il fallait pas que je les regarde dans les yeux. Puis ils me répétaient tout le temps la phrase ah, les autres filles, les autres femmes, ils disaient femmes. Ils trouvaient ça important, je pense, d'appuyer sur le mot femme parce que dans la tête d'une fille de 14 ans, c'est intimidant ce mot-là parce que tu veux donc en être une femme, tu sais. Fait qu'ils disaient tout le temps, ah, les autres femmes, ils font pas ça. Les autres femmes, ils font ça comme ça, ils agissent pas de cette façon-là, ils donnent pas d'attention à d'autres gars qu'à leur chum. Puis tranquillement, pas vite, ça s'est vraiment détérioré. Ça a été à un point tel que je ne pouvais même plus flatter un animal, un chat, un chien si c'était un mâle. Ça a été à un point tel que je ne pouvais même plus écouter de la musique, que c'était un chanteur masculin qui chantait. Je me souviens que ça a été à un point tel qu'il finissait par me dire que j'étais laide, puis que sans lui, je serais tout seul, puis que personne ne voudrait de moi. Puis je le croyais. Fait que plus qu'il me disait des choses comme ça, plus mon estime de moi baissait. Donc je devenais exactement ce qu'il voulait que je devienne, c'est-à-dire que je regardais plus personne dans les yeux, puis que j'étais même plus fine, j'étais même plus, j'étais rien, tu sais, j'étais rendue éteinte, j'existais plus. Puis à un moment donné, ça a commencé à être de façon un peu plus critique. Il me mettait en punition, comme si j'étais sa chose. Je vais vous épargner les détails parce que c'est pas tant nécessaire. Mais
j'avais plus aucun droit sur mes opinions puis sur mes désirs. C'était vraiment lui qui contrôlait tout. Si je disais, j'étais tout le temps en train de me checker parce que si je disais un mot de travers, il était pas content. Il était vraiment pas content. Puis il a commencé à apprendre de plus en plus à me connaître mes faiblesses, puis ce qui était difficile pour moi. Puis j'ai toujours eu un problème de mémoire, puis il s'en servait contre moi. Il me faisait passer des tests, il m'assisait sur une chaise, puis il me posait des questions comme qu'est-ce qu'on a mangé hier. Puis si je répondais pas assez vite, parce que moi, je savais que c'était un test, je savais que c'était juste pour me perturber qu'il faisait ça, fait que ça me perturbait effectivement, puis j'étais jamais capable de savoir calique c'est quoi qu'on a mangé hier, ça m'en revenait pas du tout. Puis dans ce temps-là, ben, que j'étais une conne, puis il riait de moi, puis il m'a tellement généré un stress par rapport à mon problème de mémoire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment un réel problème de mémoire, puis j'imagine que ça vient d'un traumatisme par rapport à ça. J'haïs ça quand ça fait ça. Ok, bref. Fait que où j'en étais? C'est ça. Puis c'était rendu à un point tel où je pouvais plus aller aux toilettes sans qu'ils m'attendent devant, que je pouvais plus prendre un bain ou une douche la porte fermée. Puis finalement, ben il se trouvait que lui faisait beaucoup de choses dans mon dos, qu'il voyait beaucoup de femmes, puis qui était vraiment pas honnête avec moi. C'est là que j'ai découvert c'est quoi un pervers narcissique qui a peur qu'il arrive des choses que lui-même fait. Il venait me voir à ma job, ma première job que j'ai eue chez Harvey's. Il s'assisait des fois toute la journée, puis il me regardait. Puis si j'avais le malheur de parler à un collègue masculin ou à mon boss, il était en tabarnane contre moi. Il voulait plus que je parle à mon père, à ma famille. Pour lui, c'était toutes des merdes. Mon neveu de 2 ans, dans ce temps-là, je pouvais même plus le garder parce qu'il aimait pas ça que je change sa couche. Donc voilà, j'ai finalement réussi à me sortir de cette relation-là au bout de 2 ans et demi. J'avais environ 16 ans, j'imagine. C'était difficile parce que c'était pour moi 2 étapes, cette séparation-là. Premièrement, c'était de se reconstruire en tant que personne parce qu'autant que je savais que c'était pas bien ce qu'il avait fait, autant qu'il m'avait un peu élevée dans un certain sens avec ses valeurs, puis je connaissais pas grand-chose à part sa vision à lui de la vie. Je savais plus comment agir avec les gens. C'était difficile. Je savais plus du tout qu'est-ce que je valais, puis j'avais plus aucune confiance en moi. Et je me considère chanceuse, par exemple, parce que j'ai pas eu un problème à me réattacher à un autre homme. J'ai continué à faire confiance aux hommes malgré ça. J'ai tout le temps quand même été capable de me dire que c'est un cas isolé. Puis la deuxième étape était que je perdais ma liberté. Parce que là, ça faisait des années que je vivais en appartement, si on veut, avec mon conjoint. Qu'on allait à l'école en auto. Que les professeurs de l'école que j'allais dans ce temps-là me faisaient énormément confiance. J'avais pas besoin de billet de médecin si je disais que j'avais un rendez-vous à quelque part ou peu importe. Mes profs me faisaient confiance. Je leur disais que j'avais un rendez-vous, que je devais partir, puis regarde, ils me disaient va-t'en, puis j'ai jamais brisé leur confiance. C'était une école qui me laissait beaucoup de lousse tout en m'encadrant puis en m'encourageant. Puis j'avais beau avoir une note moyenne, mes professeurs le savaient puis me disaient pour toi, Kim, ce 65-là, ça vaut un 90. Puis je me sentais vraiment encouragée dans cette école-là. Beaucoup de gens m'ont soutenue, les profs, les intervenants, vraiment des gens exemplaires qui m'ont beaucoup aidée dans ma vie. Puis là, moi, en me séparant, ben, je perdais ça, je changeais de ville, je retournais chez ma mère, puis j'allais dans une école qui est extrêmement encadrée. Il y avait un uniforme. Ça me dérangeait pas l'uniforme, mais c'est juste une façon de dire que l'encadrement était vraiment différent. Mais tu sais, un uniforme, comme si t'as une camisole en dessous, rouge, qui dépasse d'1 centimètre, tu vas aller en retenue. C'était vraiment spécial, cette école-là. Puis,
j'ai commencé à vraiment avoir envie de décrocher parce que là, j'ai tombé en grosse dépression. Ma vie a énormément changé. Les profs me faisaient plus confiance du tout. Pour eux, j'étais une merde. J'étais juste une décrocheuse pour eux, puis il n'y avait pas grand-chose à faire avec moi. J'ai été... En octobre de cette année-là, je m'étais inscrite en septembre, j'avais les cheveux rouges. On va comprendre pourquoi je parle de ça un peu plus tard. Puis j'ai pas eu de problème avec mon inscription, personne m'a rien dit. C'était cool. Puis en octobre, j'ai commencé à vraiment... Ma dépression en empirait vraiment. J'ai eu des problèmes d'automutilation. Puis je me suis fait stouler à l'école. Il y a quelqu'un qui m'a stoulé. Donc le CLSC, l'équipe de crise de Saint-Jérôme, m'a pris en charge à ce moment-là. Puis ils sont venus me chercher à l'école. J'ai commencé à avoir un travail social. Puis finalement, elle m'a fait un diagnostic. Un diagnostic qu'une travailleuse sociale peut faire, mettons plus une impression qu'autre chose, de bipolaire. Puis, je l'ai vu quelques fois. Honnêtement, je l'ai pas beaucoup aimée. Cette madame-là, elle m'a pas beaucoup aidée. Puis, je la sentais pas avec moi du tout. Je la sentais beaucoup plus avec le système. Puis, j'avais pas confiance en elle. J'ai cru, par exemple, dur comme fer à son diagnostic, mais je me souviens qu'elle m'a dit est-ce que tu veux qu'on fasse des démarches pour aller chercher de la médication? Puis j'ai expliqué que moi, à l'âge que j'avais, je considérais que j'aimais mieux attendre, au pire d'être à l'âge adulte, pour commencer la médication, parce que avec les hormones, avec tout ce qu'un adolescent traverse, je pense que le diagnostic peut très bien être faux. Puis ma médication serait clairement pas adaptée pour moi quand je vais être à l'âge adulte. Donc j'avais préféré attendre. Je disais, si je vis avec ça depuis toujours, je devrais m'en sortir encore quelques années. Puis cette journée-là, elle m'a dit, regarde, tout bad, si tu veux pas de médication, c'est parce que t'es pas malade, puis t'es juste capricieuse, puis faut continuer ta vie, t'sais. Fait qu'elle a arrêté de venir me voir. Ça a été vraiment dur. Vraiment, vraiment. Puis je me sentais tout seul, j'avais pas beaucoup d'amis dans ce temps-là. Puis finalement, j'ai décidé... Pas tout de suite, je suis pas rendue là pantoute, ok? Finalement, à ce moment-là, j'ai fini par prendre le dessus, puis j'ai retourné faire mes petites choses à l'école, puis c'était difficile à l'école pour moi tout le temps. J'ai toujours eu de la difficulté à l'école. Je considère pas que j'ai une grande intelligence de mémoire ou de logique. Donc, ça n'a jamais été facile dans aucune matière. J'ai tout le temps eu de la misère à me concentrer, j'ai jamais rien compris de ce que je faisais. Fait que c'était déjà difficile pour moi à l'école, puis en plus l'adaptation sociale. Mais quand même, j'ai décidé de persévérer parce que j'avais pas envie vraiment de décrocher. Mais quand je suis revenue de ma grosse dépression, je me souviens, je suis rentrée dans l'école, puis il y a quelqu'un qui est venu me voir, une intervenante, puis elle m'a dit « Hey, ils sont beaux tes cheveux rouges », tu sais, puis j'ai dit « merci ». Fait qu'elle m'a dit « Mais je pense pas que t'as le droit, tu sais, on va aller dans le bureau du directeur. » C'est une blague, là. C'est les cheveux que j'ai depuis mon inscription à l'école. Fait qu'elle m'a envoyé dans le bureau du directeur qui m'a dit la même chose. Ils sont pas mal beaux tes cheveux, mais t'as pas le droit. Fait que tu peux pas retourner dans tes cours jusqu'à ce que tu te fasses teindre les cheveux. Puis là, je me souviens que je suis juste partie à rire. Puis voyons, c'est une blague, là. Vous savez que j'ai été pris en charge par l'équipe du CLSC de Saint-Jérôme de crise parce que je m'automutilais, puis ça allait vraiment pas bien, puis j'étais en grosse dépression. Puis quand je reviens, la première chose que vous faites, c'est de décider que je peux pas retourner dans mes cours à cause d'une couleur de cheveux. Là, il m'a répondu que bon, c'était le règlement, puis que blablabla. Fait que je suis retournée chez moi cette journée-là, puis je me disais, la vie, c'est de la grosse merde, c'est n'importe quoi. L'école se fout ben raide de moi, puis je lâche l'école parce que c'est vraiment pas fait pour moi. Bon, est-ce que c'était la meilleure décision du monde? On s'en doute. Mais à ce moment-là, j'avais espoir que j'irais continuer l'école aux adultes, puis c'est ça. Ce qui n'est pas arrivé. Ben, c'est arrivé, mais pas très longtemps, donc ça n'a pas mené à grand-chose. Donc, c'est ainsi, en secondaire 4, que j'ai décidé de lâcher l'école. Je considère que j'ai peut-être manqué un peu de jugement, de patience, mais j'étais vraiment pas dans une bonne passe, puis je pense que j'avais peut-être pas le soutien au niveau scolaire que j'aurais eu besoin à ce moment-là de la part de l'école. Donc, après cet épisode, je me suis fait un nouveau copain qui était
adorable, super gentil, on a eu beaucoup de plaisir. C'était peut-être pas un gars pour moi, mais je pense qu'on a beaucoup cheminé les deux ensemble quand même. On s'est beaucoup apporté des choses positives. Mais à la fin, l'alcool, de son côté, a fait que notre relation n'a pas pu aller plus loin. C'est une relation qui a duré un peu moins de 2 ans, je crois. Parce que quand j'ai tombé à 18 ans, je pense que je me suis séparée 2 mois après. Ça a vraiment pas été long. Je vais skipper. Il s'en est passé des choses, mais je peux pas tout expliquer. Donc, je vais vraiment aller au point clé des choses qui sont passées depuis ce temps-là. Après ma séparation avec lui, j'ai vraiment, mon adolescence, je l'ai toujours passée en couple. J'ai jamais été tout seul. J'ai jamais aimé ça, être tout seul dans ce temps-là. J'étais très dépendante, puis j'avais vraiment besoin de quelqu'un dans ma vie pour définir la personne que j'étais. Je ne supportais pas la solitude du tout. Peut-être parce que j'avais de la misère à me faire des amis ou à garder des amis. Fait que je me sentais toujours tout seul. Fait que pour moi, c'était beaucoup plus facile d'avoir un copain dans ma vie. Excusez-moi pour le petit bug, j'ai eu la petite visite. Donc, voilà où j'en étais dans toute cette histoire-là. Donc, c'est ça. J'étais très dépendante affective à ce moment-là. Puis, après, j'ai rencontré quelqu'un quand j'ai commencé à vraiment travailler temps plein. J'ai rencontré une personne à mon travail qui était mon patron, qui était beaucoup plus âgé que moi. 16 ans de différence en fait. Puis je suis tombée en amour, là. Mais en amour, comme c'est rare que ça l'arrive. Et vraiment de sa personne, la personne qui était, il m'a charmée. Puis il y avait 2 enfants, une fille puis un garçon qui était, si je me souviens bien, âgés dans ce temps-là de 10 et 8 ans. Quelque chose comme ça. Puis ça a vraiment pas été facile. Il a fallu que je sois extrêmement courageuse, mais j'ai décidé de foncer dans cette relation-là. Ça a fait beaucoup de troubles autour de moi. Ma famille a vraiment pas compris à ce moment-là c'est quoi qui se passait avec moi. Il y a vraiment peu de gens qui étaient d'accord avec cette situation-là. J'ai été chanceuse par contre que sa famille à lui soit super compréhensive puis que vraiment ils m'ont tellement bien accueillie comme si j'étais une petite princesse. On a rapidement emménagé ensemble. On a eu une relation plaisante. On avait une connexion ensemble incroyable. Puis, tu sais, tout le monde jugeait le fait que, bon, j'étais plus jeune, puis qu'il était peut-être pas rendu à la même place que moi, mais, tu sais, comme je disais tantôt, je suis partie du nid familial, j'avais 14 ans. C'est certain que j'ai quand même un bagage peut-être supplémentaire à ce niveau-là. J'ai appris à me débrouiller seule quand même tôt dans la vie. Puis j'ai toujours eu quand même une bonne maturité. Puis lui, ben, c'était une personne un peu plus fanfaron, un peu plus qui manquait un peu plus de maturité, qui était très très joueur, tu sais, joueur dans le sens comment je peux expliquer ça, qui prend pas la vie trop au sérieux, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on s'entendait très bien, puis vraiment ça a été, je pourrais presque dire un coup de foudre, même si je crois pas au coup de foudre à la base, mais c'était sûrement pas loin de ça. On s'est beaucoup aimé. On s'aime beaucoup encore d'ailleurs, peu importe de quelle façon, on va tout le temps avoir un attachement l'un vers l'autre, puis un grand respect. Puis c'est mon meilleur ami, puis je tiens à lui plus que n'importe quoi dans le monde. Donc, bref, tout ça pour cette grosse parenthèse pour dire que à ce moment-là, j'avais 18 ans. Je suis tombée à belle-mère de famille. Les devoirs, les dîners, les soupers, les déjeuners, les lunchs. C'était toute une dynamique différente. C'était tellement
complet. C'était tellement facile. Je me sentais dans mon rôle. Je me sentais à ma place. J'avais pas envie d'être ailleurs. Je me sentais bien. Je me sentais comblée. Puis je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment à me sentir femme. Puis on dirait que c'est juste à partir de ce moment-là que j'ai compris c'était quoi ma place dans le monde. Moi, j'étais faite pour être maman. Puis épouse. J'étais convaincue de ça à ce moment-là. Puis on a décidé, moi puis lui, d'avoir un enfant. Quelques années plus tard, là, j'avais plus 18 ans. Je pense que je devais avoir 20 ans. Donc, on a essayé pendant 2 ans pour que ça ne donne absolument rien. J'ai donc été voir mon médecin. Il m'a fait prendre des prises de sang pour voir qu'est-ce qui se passait. Il y avait des doutes. Il m'a parlé des ovaires polykystiques. Puis il m'a dit qu'un bon signe de ça était si ma prise de sang révélait que j'avais un taux de testostérone plus élevé. Donc, j'étais allée prendre une prise de sang, puis effectivement, j'avais un taux de testostérone plus élevé avec une résistance à l'insuline plus grosse que la moyenne. Donc, il m'a envoyé à la Cité de la Santé faire une échographie. Je rentrerai pas dans les détails de tout ça parce que j'aimerais ça faire une vidéo complète par rapport à ça si jamais ça vous intéresse. Mais finalement, j'ai été diagnostiquée avec les ovaires polykystiques, qui est un syndrome, plus qu'une maladie en fait, qui fait que j'ai des problèmes d'infertilité. Je dirais pas que je suis infertile, mais dans mon cas, le syndrome est quand même sévère et mes chances sont plutôt minces que ça arrive naturellement. Mais si je vais passer... Ben, je sais pas exactement c'est quoi les étapes qu'il faudrait que je fasse. Je sais pas si c'est in vitro. Je sais pas trop, honnêtement. Je pense que c'est plus des hormones qu'il faudrait que je me fasse injecter. Mais avec ça, ça serait très possible. Mais mon risque de fausse couche serait 3 fois plus élevé qu'une femme normale, ce qui est énorme. Donc, on a mis ça un peu de côté. Je pense qu'on a été découragés par la situation, puis honnêtement, c'était pas notre force dans notre couple d'aller au bout des choses. Donc, on n'a pas poussé plus loin à ce niveau-là. Finalement, notre relation s'est extrêmement détériorée. On avait beaucoup de problèmes. Je rentrerai pas non plus là-dedans vraiment par respect pour la relation qu'on a eue. Mais c'était plus vivable. On devait clairement se séparer. Puis il est tombé malade, il a fait sa crise cardiaque. Ça a été un bout extrêmement difficile dans ma vie parce que je pense que c'est la première fois que je ressentais les symptômes d'un choc post-traumatique, si on peut appeler ça comme ça. Quand t'as cet âge-là, puis que t'as jamais fait face à la maladie d'aucune façon, qu'il y a personne dans ton entourage vraiment qui est vraiment tombé malade ou décédé, c'est difficile à gérer. Quand je l'ai trouvé à la maison en pleine nuit, en train de faire sa crise cardiaque, puis que j'ai appelé l'ambulance, je savais vraiment pas. Je me sentais comme un bébé, comme une petite fille. Je me sentais vraiment pas prête à affronter quelque chose comme ça, puis j'avais aucune idée de ce qui se passait, tu sais. Je connais rien de ça, moi, j'avais aucune idée de ce qui pouvait être en train d'arriver. Puis quand que l'infirmière, quand elle est arrivée, elle m'a dit on l'emmène en institut de cardiologie à Montréal parce que c'est un infarctus du myocarde. Il a fallu que j'aille googler c'était quoi un infarctus du myocarde pour découvrir que c'était une crise cardiaque. Puis une crise cardiaque, c'est un mot qui fait peur quand tu connais pas ça du tout, puis que t'as juste vu ça dans les films, puis que tu vois l'homme que t'aimes partir en ambulance blanc, presque mauve, qui a plus du tout conscience de ce qui se passe. Mais ce que j'ai trouvé le plus difficile là-dedans, c'est que sa petite fille dormait en haut à ce moment-là, puis qu'elle avait de l'école le lendemain, puis qu'il faut que je réussisse à faire la différence que il faut
que la Terre continue de tourner malgré que la tienne a arrêté, tu sais. Puis là, toi, tu te sens toi-même une petite fille, puis tu te sens dépourvue de moyens complètement, mais tu réalises que elle, en haut, elle a beaucoup plus besoin que tu sois forte, puis là, il faut que t'empiètes sur ta peine pour elle. Fait que là, comment tu vas gérer ça? Puis il est minuit et demi, puis t'as pas d'auto, parce que j'ai pas de permis de conduire, puis vous le savez, j'étais dépourvue de moyens. Est-ce qu'il faut que j'aille leur rejoindre à l'ambulance, à l'hôpital? Les ambulanciers m'avaient demandé d'y faire un sac. Ce que j'ai mis là-dedans, c'était absolument n'importe quoi. Là, j'ai mis des souliers. J'ai mis 200 piastres cash dans son étui à lunettes. J'ai même pas mis de linge. Non, c'est pas vrai. J'ai mis des boxers puis des jeans. J'ai pas mis de chandail. En tout cas, j'ai fait c'était n'importe quoi, ce sac-là. Mais c'est parce que moi, j'avais aucune idée là, de combien de temps il garderait, puis je savais pas du tout. Fait que finalement, j'ai été réveiller sa fille. J'ai dit, regarde, papa a eu un petit malaise. Je peux pas vraiment te donner plus de détails présentement parce que j'en ai pas vraiment, mais moi, je m'en vais le rejoindre à l'hôpital. Mais tout va être correct, je vais être portée chez mamie, puis demain, tu vas aller à l'école, tu vas faire ta journée, puis je vais te donner des nouvelles, puis inquiète-toi pas. Ça a été le moment le plus dur de ma vie de devoir montrer que moi, j'en avais quasiment rien à faire pour réussir à la rassurer. Mais j'ai réussi. Puis je pense que j'ai bien géré ça, puis c'est quelque chose que je suis très fière dans ma vie d'avoir fait de cette façon-là. Puis après, j'ai demandé à ma mère de venir me chercher. On a été porter la petite chez sa grand-mère. Puis on a monté à l'hôpital à Montréal voir mon copain de ce moment-là. Puis rendu là, j'ai été prise en charge tout de suite. Ils m'ont dit, il faut qu'il se fasse opérer maintenant. Les chances... Il y a des risques à cette opération-là, mais si on le fait pas, il sort pas d'ici. Évidemment. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? C'est sûr, allez-y. Puis je me souviens que quand elle m'expliquait ce qu'il allait faire, ce qu'il était en train de faire à ce moment-là comme opération, c'était tellement compliqué pour moi. Je comprenais rien, je comprenais absolument rien. Elle me faisait un dessin comme si j'étais un enfant. Puis elle m'expliquait, on va lui prendre une veine dans la jambe pour... Je pourrais même pas vous l'expliquer encore, c'est quoi qu'ils ont fait. C'est un pontage, mais l'opération en tant que telle, je pense que j'ai toujours été un peu trop dans les vapes quand on me l'expliquait pour vraiment bien comprendre, mais ils ont pris une veine de la jambe pour la mettre sur son cœur parce que sa valve, elle a bloqué, ce qui a provoqué la crise cardiaque. Donc, il était, je pense, 6h du matin quand je me faisais tout expliquer ça. Puis là, moi, j'ai attendu dans la salle pendant qu'il se faisait opérer. Ça prenait 4 à 6 heures, je me souviens plus trop. Puis moi, j'étais à Montréal. Puis à ce moment-là, ma mère était repartie. Je sais pas pourquoi, elle revenait me chercher plus tard. Puis moi, je suis pas une fille de ville, je suis pas une fille de Montréal, je prends pas de transport en commun. Je reste dans mon petit patelin, puis c'est tout, là. Je veux dire, je me lance pas à quelque part moi, dans la vie comme ça. Je fais beaucoup d'angoisse. Fait que je sais pas je suis où. Je suis vraiment dépourvue de moyens. Puis j'attends de savoir si l'homme de ma vie va survivre ou pas. Puis tout le monde m'appelle. Parce que moi, j'ai envoyé des messages, j'ai appelé des gens. Mais là, tout le monde m'appelle pour savoir les développements. Puis qu'est-ce qu'ils font. Puis c'est extrêmement difficile d'expliquer à une personne c'est quoi qui se passe dans l'opération quand toi, tu le sais pas. Ça, je trouve ça vraiment difficile de tout le temps devoir répéter puis expliquer qu'est-ce qui se passait. Mais je comprends. Je comprends pourquoi les gens voulaient savoir. Ils étaient tout aussi inquiets que moi. Puis, ce que j'ai trouvé vraiment difficile aussi, c'est stupide, vous allez dire, c'est complètement idiot, puis je le sais, mais ça a été plus fort que moi. C'est que cette personne est une personne extrêmement forte qui fait tout le temps mieux que toutes les autres, qui surprend tout le monde, puis qui est très fort. Puis, quand l'opération s'est terminée, l'infirmier est venu me voir pour me dire tu vas pouvoir aller le voir, mais il dort, puis il est plugué de partout, fait qu'il fait pas le saut. Mais des fois, il y a des gens que quand que la personne qui partage leur vie arrive, puis qui leur parle, ils se réveillent, t'sais. Fait que tu vas avoir un petit 5 minutes, mais pas plus que ça, mais il se réveille ou il se réveillera pas. Mais moi, à ce moment-là, je me suis dit c'est sûr qu'il va se réveiller quand il va entendre ma voix, parce que, écoute,
s'il y a des gens qui se réveillent, c'est sûr que lui va se réveiller. Il est tellement fort, il est tellement, tu sais. Puis, quand je suis rentrée dans la salle, il a plugué puis plugué. Là. Il y avait 8 drains. Il avait un tube dans le nez. Je pense qu'il pouvait pas être plus mal à manger que ça. Moi, j'avais jamais vu ça. Ça fesse, honnêtement, vraiment. Puis j'ai pris la main. Puis il a absolument fait aucun signe. Tu sais, il s'est aucunement réveillé. Puis je me souviens que j'y en voulais à ce moment-là de pas s'être réveillé en entendant ma voix. C'est tellement calme. Parce que je voulais tellement juste pouvoir y parler, parce que moi je savais pas combien de temps je pourrais rester là, je savais pas quand est-ce que je pourrais revenir. Puis je voulais tellement pas qu'il se réveille tout seul, puis qu'il comprenne pas ce qui s'était passé, puis hey, ça me faisait capoter, tu sais. Puis je savais pas dans quel état il serait, je savais pas s'il aurait toute sa tête, je savais rien à ce moment-là. Puis là, j'ai dû partir parce que l'hôpital pouvait pas me garder. Je pouvais pas rester à attendre dans la salle d'attente. C'est une salle qui ont des salles c'est un hôpital qui ont des salles d'attente de telle heure à telle heure. Fait que je pouvais pas rester là. Fait que j'ai comme été mis dehors un peu de l'hôpital. Puis je me suis ramassée à Montréal. Puis je savais pas quoi faire. Fait que finalement, ma mère venait me chercher dans pas long. Elle venait me chercher. Puis là, il se faisait transférer aux soins intensifs. Puis les visites, tu pouvais y aller les 15 premières minutes de chaque heure à partir de 3h de l'après-midi, je pense. Puis là, il était vraiment tôt le matin. Donc finalement, on est revenu plus tard. Mais avant qu'on revienne, j'appelais toutes les heures à l'hôpital pour savoir s'il s'était réveillé parce que je voulais vraiment pas le manquer quand il allait se réveiller. Puis il me disait tout le temps non, là, il dort encore. Puis à un moment donné, quand je les ai appelés, ils m'ont dit il s'est réveillé, il a paniqué, fait qu'on lui a donné quelque chose pour qu'il se rendorme. Puis c'est ça que je voulais tellement pas qu'il arrive. Puis là, je capotais, puis j'avais donc hâte que 3 heures arrive. Fait que 3 heures est arrivé, on est arrivé à l'hôpital, puis j'ai été le voir réveillé pour la première fois. C'était. C'est. Excusez. C'est un moment que t'oublies pas dans la vie. T'as tellement de choses que t'as envie de dire, mais la personne n'a pas de force pour en parler ou pour l'entendre non plus. Puis toi, faut que tu sois fort, tu sais. Puis là, t'essayes un peu d'y expliquer, tu t'as 15 minutes, là. Fait qu'au bout de 15 minutes, je retournais dans le parking avec ma mère, puis j'attendais l'autre heure jusqu'à, je pense que c'était 9h le soir, la dernière heure qu'on pouvait le voir. Puis après ça, je retournais à la maison, chez moi, à faire dodo. Puis c'est là que j'ai vu c'était quoi un traumatisme vraiment. Je rentrais, puis il y avait encore le coussin à terre que j'avais mis quand qu'on attendait l'ambulance. Puis je faisais juste le voir, tu sais. Je faisais juste le voir. Puis c'était vraiment rough de rester dans cette maison-là. Puis là, j'avais plein de choses en tête, plein de choses à m'occuper. Mon chien, tu sais, on avait un pitbull dans ce temps-là, puis il était vraiment fort, ce chien-là. Puis tout le temps, mon chum qui le sortait, puis qui s'en occupait parce que moi, j'étais pas capable. Mais là, il était pas là, tu sais. Il fallait que je m'en occupe. Fait qu'il fallait que je sorte le chien. Je trouvais ça extrêmement difficile. Après ça, il y a eu le gazon, tu sais. C'est tout le temps lui qui s'en occupait. Puis moi, j'ai jamais passé la tondeuse, puis j'en ai pas de tondeuse, puis je sais pas comment ça fonctionne, tu sais. Fait que là, je me faisais mettre de la pression par notre propriétaire pour faire le gaz, qu'il fallait que je fasse le gazon. Je appelle mon père, papa, peux-tu venir faire mon gazon? Je me suis jamais sentie autant indépendante dans la vie qu'à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point j'étais pas capable de faire des choses. Oups. Puis, il y avait aussi les finances, tu sais. Moi, je voulais pas aller travailler, là. Moi, je voulais être là tous les jours à l'hôpital là, pour lui. Fait que j'ai arrêté d'aller travailler pendant X nombre de temps. Mais là, l'argent rentre plus, là. Lui non plus travaille pas, puis moi non plus. C'était extrêmement difficile. Puis j'étais pas apte mentalement à m'occuper de ces choses-là, à m'informer au niveau du chômage ou peu importe. Fait que j'ai juste rien fait. Puis j'ai juste comme laissé aller les finances carrément sans qu'aucun argent rentre. J'ai vraiment été négligente à ce niveau-là. J'aurais vraiment dû faire les choses autrement. Puis je savais pas s'il y aurait des frais non plus pour l'hôpital. Je sais pas, je sais qu'au Québec c'est gratuit, mais il y a certaines choses qui a des frais. Je savais pas s'il y aurait besoin d'X médicaments. J'étais nerveuse financièrement, j'étais nerveuse à beaucoup de niveaux. Puis finalement, pendant 2 semaines, j'ai été le voir à tous les jours, j'ai pas manqué une journée. Puis avant de sortir des soins intensifs, il y a eu un problème.
Et on a eu plein de problèmes, c'était l'enfer, là, sa pression. Après ça, il a fait un pneumothorax. Ça finissait plus de finir, là. Je savais jamais quand est-ce qu'il sortirait, là. J'avais tellement hâte de l'avoir à la maison. Finalement, au bout de 2 semaines aux soins intensifs, puis je pense une semaine dans une chambre normale, il est revenu à la maison. Puis là, ben, c'est à un moment d'adaptation extrêmement difficile, hein, parce qu'il peut rien faire tout seul. Puis pour son orgueil, c'est vraiment dur. Au début, on a vécu comme une petite lune de miel là, de retrouvailles, puis toute sa vie dans sa tête allait changer, puis dans ma tête aussi. Mais finalement, ça s'est vraiment détérioré, puis quand il a commencé à aller mieux, ben moi je pensais qu'il allait mieux parce que physiquement il allait mieux, mais dans sa tête, c'est sûr que c'est rough de vivre une crise cardiaque, puis euh, moi, j'arrêtais pas de dire quand il était à l'hôpital, je disais, tu sais que dans 90% des cas, les gens font des dépressions quand ils reviennent à la maison, puis ils me disaient, moi, ça m'arrivera pas. Puis je l'ai juste trop cru, honnêtement. Puis il avait l'air tellement bien puis fort que moi, je pensais qu'il allait bien, mais que c'est juste notre relation qui allait pas bien. Fait que j'ai pas vraiment poussé plus loin, puis quand il a commencé à pouvoir... quand il a commencé à aller mieux, je suis partie, finalement. Puis je me suis séparée comme était mon intention avant qu'il tombe malade. Je m'en suis voulu mentalement pour ça, là, c'est rough, là, parce que tu te demandes si c'est parce que je suis pas assez forte pour affronter la maladie, c'est-tu parce que je suis une mauvaise personne? Est-ce que ça allait vraiment mal avant sa maladie ou c'est moi qui m'imagine ça pour me déculpabiliser? Puis tu te poses beaucoup de questions, c'est pas facile, puis la vision que les gens de sa famille ont eue par rapport à moi, par rapport à la séparation, était horrible aussi, là, puis c'était vraiment pas facile ce moment-là. Fait que je me suis séparée. J'étais vraiment au fond du trou, je suis retournée chez ma mère, puis il y a eu un gros moment d'adaptation de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Puis finalement, je suis partie avec la job en Nouvelle-Écosse pour le travail. C'était mon premier voyage tout seul, avec personne que j'étais proche vraiment. Puis j'ai jamais regretté ce voyage, je suis contente d'y avoir été parce que ça m'a tellement changé, là. Depuis ces voyages-là, parce qu'il y en a eu plusieurs, j'ai tellement appris à me redécouvrir, à découvrir qui j'étais, à m'assumer, à prendre mes propres décisions, à avoir confiance en moi. Puis j'en ai fait quelques-uns voyages comme ça. Puis après ça, j'ai fait Miss Canada. C'était mon premier concours de beauté. J'ai fini dans le top 10. J'ai fini gagnante du public. Après ça, j'ai fait partie du clip de France d'amour, le dernier. Et là, j'allais audition par-dessus audition. Ben, audition. Je sais pas comment l'expliquer, là, on va dire ça comme ça. Après ça, j'ai fait À table avec mon ex. Après ça, j'ai fait Tabou moderne, qui va sortir très bientôt d'ailleurs. Puis, je me suis vraiment surpassée, je pense, à ce niveau-là. J'ai commencé à faire mes vidéos, j'ai voulu avoir de plus en plus de visibilité. Je me suis vraiment donnée dans mes projets à moi. Puis là, dernièrement, j'ai retombé dans une sorte de dépression. Puis ça a vraiment pas été facile encore. Je me sens exactement comme j'étais à mon adolescence, je dirais en fait. Fait que je me suis arrangée pour avoir de l'aide du CLSC de Saint-Jérôme. J'ai été pris en charge, puis après plusieurs rencontres, finalement, j'ai eu un diagnostic de trouble de personnalité limite, donc borderline. Ça fait du bien. Attends une petite seconde encore. Ok, donc je suis de retour. Donc, c'est ça. J'ai eu mon diagnostic. Puis, ça a vraiment fait du bien de savoir enfin c'était quoi que j'avais. On a découvert que mon diagnostic de quand j'étais adolescente de bipolaire était très faux. Je suis pas du tout bipolaire. Mais par contre, je suis bien borderline. Puis, elle m'a vraiment bien expliqué. Puis, c'est vraiment une personne incroyable à travers le social sur laquelle je suis tombée. Puis juste d'avoir l'explication de la maladie, puis de comment que ça se passe, puis qu'est-ce que c'est vraiment un vent de fraîcheur parce que ça t'aide vraiment à comprendre un peu plus tes réactions dans la vie, puis pourquoi t'es autant émotive. Puis ça me fait pas peur, honnêtement, parce que ça fait longtemps que je sais que j'ai beau être une personne extrêmement saine d'esprit, puis très rationnelle. Tu sais, je me rends compte quand je suis pas rationnelle, justement. Je suis pas du tout dans le déni de la situation.
mais ça fait vraiment du bien de savoir maintenant c'est quoi, parce que là, je peux passer à la prochaine étape. Donc maintenant, je suis sur une liste d'attente pour être prise en charge en santé mentale pour pouvoir commencer mes thérapies de réhabilitation émotionnelle, en fait. Je pense pas être médicamentée. Il n'y a pas vraiment de médicaments pour cette maladie-là, ça serait plus des antidépresseurs. Puis j'ai jamais vraiment été pour les antidépresseurs. Je vais peut-être en prendre un petit bout de temps parce que c'est 2 ans d'attente, la liste d'attente pour être prise en charge en santé mentale. Donc ça va prendre environ 2 ans avant que je commence mes thérapies. Mais c'est sûr que présentement, j'ai peut-être besoin d'un aide immédiate. Donc je pense vraiment aller voir mon médecin pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour à court terme. Parce que là, présentement, effectivement, j'ai vraiment besoin d'avoir de l'aide au niveau de mes émotions. Mais de jour en mieux, de jour en jour, ça va mieux. Puis je pense que tout ça, c'est positif, vraiment. Parce que tout ce bagage-là, je sais que c'est grâce à ça que je peux aider des gens. Puis que je peux faire part de mes expériences de vie comme ça. Puis pouvoir peut-être montrer à d'autres personnes qui sont pas tout seules dans la situation. Puis qu'on finit toujours par s'en sortir. Puis que la vie, c'est juste parsemé d'embûches. Mais que ces embûches-là, ils seront jamais aussi... Ces embûches-là, ils servent juste à te faire apprécier encore plus les petits moments de bonheur. Parce que dans la vie, t'es pas malheureux ou heureux. C'est juste un beau mix des deux. Puis je pense que si tu le serais tout le temps heureux, ben tu serais probablement idiot parce que c'est les difficultés puis les embûches qui rendent intelligent puis qui apportent le bagage, qui apportent la sagesse, la sagesse. Puis ça nous rend beaucoup plus forts, puis ça nous rend beaucoup plus intéressants, puis ça nous apporte des choses qu'on peut apporter aux personnes qu'on aime, puis aux personnes qui sont en difficulté. Fait que je regrette absolument rien de mon passé, puis quand on me pose la question qu'est-ce que tu changerais, je changerais rien parce que je serais probablement pas la personne que je suis, puis ça donne que je m'aime en tabarnouche, puis que je trouve que je suis une méchante belle personne, puis que j'ai absolument rien à changer, j'ai juste des choses à apprendre, j'ai juste à grandir puis à évoluer, mais il y a absolument rien que je veux changer. Puis j'espère que c'est pareil pour vous. Puis si c'est pas le cas, ben j'espère qu'un jour vous allez vous rendre compte de la belle personne que vous êtes, puis d'à quel point vos difficultés ont été nécessaires pour forger ce que vous êtes. Parce que vous l'avez toute la petite chose unique qui apporte quelque chose de plus au monde. Donc voilà, hey, 43 minutes, c'est l'enfer. Ok, fait que je vais écouter la vidéo, puis je vais voir si je le poste, si c'est pas trop désespérant mon affaire. Je vous aime, puis si vous m'avez écouté jusque-là, vous devez m'aimer aussi. Fait que je vous envoie plein de bisous. Puis lâchez pas, vous êtes forts, puis je vous promets de pas lâcher moi non plus. Bye!